Petite news rapide, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans et à bosser correctement sur la prochaine grosse vidéo. Elle est enfin finie d'écrire, un peu plus d'un mois dessus. Faudra que je tourne, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Donc pour l'instant on a que les achats lecture manga, mais il y a des trucs qui arrivent peut-être. Ça dépend de ma motivation à écrire et à tourner. Bref, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komoribi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pour l'achat lecture manga d'avril 2021. On a 10 tomes dont je vais parler dans cette vidéo. Chacun d'eux est disponible, enfin vous pouvez voir sur la barre de défilement quel tome je parle à quel moment. Donc vous pouvez voir ce qui vous intéresse. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos avis sur ces tomes-là et sur vos lectures à vous d'avril 2021. Et je crois qu'on peut commencer maintenant. J'ai commencé par le tome 28 de My Hero Academia. Comme dirait ma prof de comptabilité il y a 2 ans, quand j'avais eu 1,14 après avoir eu un 18, je m'attendais à davantage. Parce qu'il se passe des choses qui veulent dire beaucoup pour l'univers global de la série, et pourtant j'ai pas été plus fan que ça. C'est largement pas une horreur ni rien, parce que niveau scénario c'est très propre. On a l'éveil de Shigaraki, d'où le nom du tome Destruction Massive, parce que vraiment, ces nouveaux pouvoirs ils sont plutôt pas mal. Ça, on va pas se le gâcher. On a du très bon avec Fumikage, donc l'élève à tête de corbeau, et Hawks, parce qu'ils ont un lien de maître à élève assez intéressant et qui est tenté d'être mis à mal par Crematorium, parce que c'est vraiment le personnage intéressant de la Ligue des Héros, parce que les autres, les autres sont là, ils font pas grand chose. Lui essaye de briser les super-héros de manière mentale, pendant que Shigaraki essaie de les briser de manière physique, hein, on va pas se le cacher. J'ai été fasciné par les quelques pages sur le docteur, qui montrent vraiment qu'il est particulier. Et sinon, pour le gros du tome, bah, c'est... Le gros point que je voudrais soulever qui est négatif, c'est que c'est plutôt easy parfois. Genre, les scènes dans les endroits sombres et fermés, c'est pas très pratique parce que les personnages font des mouvements de grande ampleur et tout ça. Alors quand c'est tout dans le noir et dans un endroit fermé qui bloque un peu les mouvements, c'est pas très lisible. Et c'est pas très lisible non plus quand il y a la destruction à tout point de rue. Il y a des planches magnifiques quand c'est juste la destruction qui est montrée, mais quand c'est de la destruction plus une action, ça devient vite assez limite à comprendre. Alors que le dessin est magnifique, hein. Justement, c'est parce qu'il est magnifique et détaillé que ça devient des fois trop chargé à lire. Donc ça fait part des points de faculté mentale et aussi des points moteur en lui-même, parce que ça raconte, c'est très intéressant. On comprend donc pourquoi Shigaraki est sur la couverture, comme j'ai déjà dit, et aussi pourquoi c'est Aizawa qui le complète, puisqu'il est bien mis en avant, que son pouvoir est bien mis en exécution également, qu'il prend, qu'il prend au sérieux son rôle de professeur et d'aide, de guide pour ses élèves, et c'est très beau à voir. Donc du très bon dans ce que ça raconte, un peu de mal sur la forme par moment, mais bah, je suis très intrigué pour cet arc qui démarre moins puissamment que ce que j'aurais imaginé, mais qui a du potentiel, ça on va pas se le cacher. Tome suivant. Oh. Dr. Stone, tome 16, 15. Tome 15. Dr. Stone a souvent des hauts et des bas, parce que le côté RPG du titre est perturbant. Le côté oh, un problème, hop, on a le personnage qu'il faut au bon moment, et les personnages sont juste des outils finalement. C'est des outils de base, les personnages, mais non, ça le cache, les scénarios. Là, non, et c'est perturbant. Et pourtant, cet arc de l'île du trésor me plaît beaucoup jusqu'ici, en particulier ce tome qui est l'avant-dernier sur celui-ci. En même temps, il va vraiment droit vers son but. Il n'y a pas trop de tergiversation, parce qu'une fois que le plan est lancé, et ben tout se continue sans accroc. Genre, ce qui est relou jusque-là, c'est que genre ils ont un plan, ils le font pendant très longtemps, pour faire chacune partie, il faut les sous-parties et tout ça, et c'est super long pour faire avancer quoi que ce soit, et aller à le prochain objectif. Alors que là, une fois que c'est décidé que ce serait une bataille en 3 factions, qui est une idée très intéressante aussi, et ben tout s'enchaîne. Il y a un problème, il va essayer de le résoudre direct, et genre ça fait problème, solution, problème, solution, problème, solution, et c'est une façon de faire bien plus passionnante, je trouve, que de faire problème, solution, mini réglage, vous parti par là, et solution. C'est étonnamment long. Et le côté 3 factions est très intéressant parce qu'il y en a une qui est assez indépendante et on ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire ou ce qu'elle va devenir. Pendant que l'autre, jouant sur la manipulation,
a plus de sensibilité à se faire, notamment quand le groupe de la science essaye de mettre à mal ses manipulations. C'est très intriguant. Ibarra me plaît vraiment. Son côté monstrueux, ses plans avant le meneux, sa façon d'être au sommet de la confiance et du contrôle, et de s'échouer et de remonter. C'est magnifique. Bien plus que Mozu, qui est juste fort. Il permet le retour d'un personnage qui n'était pas là depuis longtemps, et qui est sympathique, et qui a une petite évolution ici. Et Mozu, quoi. Et la fin du tome, qui, après plein de montagnes russes d'espoir et de désespoir, et une grosse dose d'espoir, a nommé face à une dernière épreuve, pas piqué des hannetons, quoi. Donc franchement, cet arc est très intéressant. Il y a les personnages qui sont bien utilisés, il y a Ibarra, il y a de la tension, pas mal de changements de position de force. Je prends volontiers. Hein. Dr. Stone fait très bien son boulot avec ce tome. L'attaque des titans, tome 33. C'est l'avant-dernier volume, et on n'a pas l'impression, tant le scénario prend son temps, mais il le prend pour des choses vraiment très intéressantes. Tout d'abord, on a un chapitre avec les petits indiens, on va dire ça, qui met à nouveau Eren face à ses contradictions, face à son devoir, face à sa non-volonté de le réaliser, mais son obligation de le réaliser. On comprend mieux le pourquoi du comment de leur rencontre, qui avait des choses à cacher et qui se devinaient plutôt bien, mais qui, une fois montré entièrement, fait bien mal. Surtout qu'il avait compris dès le début qu'il se mettrait à mal, qu'il n'aurait pas le choix, que pour sauver la liberté de tout le monde, il fallait briser la liberté de certains. Ce chapitre est magnifique, j'adore. Le personnage d'Eren est merveilleux. Ensuite, on retrouve notre petit groupe de résistants qui se sépare en deux. Une partie qui continue à se battre malgré le danger extrême et la puissance d'Eren, et une partie qui abandonne, ce qu'on comprend logiquement et normalement. Et je suis sous le charme des deux groupes, parce que chacun a leur raison, et ça va d'avoir des discussions et de l'humanité sans souci. D'autant plus qu'il va y avoir vraiment une situation pour le groupe qui veut pas participer, donc bon, ça ne change pas grand chose au final, si ce n'est que ça a permis de les rendre humains et de montrer que tout le monde n'était pas en mode « Ah, faut qu'on joue les super-héros », ou que même ceux qui le font, ils le font pas forcément de plein cœur. Voilà. Après, on a deux morts un peu oubliables. Ça, je vais pas vous le cacher. Je dirais pas qu'elles servent à rien, juste qu'elles manquent un peu de panache, mais qu'il y en a une qui est nécessaire pour faire évoluer les mentalités et envoyer le bataillon dans une bonne direction, dans une meilleure direction encore. Après, on a la discussion dans l'avion qui est magnifique, sur le fait que maintenant tout le monde peut se comprendre, parce que tout le monde a le poids des morts sur leur conscience, qu'il faut même comprendre Eren qui a beaucoup de morts sur leur conscience mais qui fait le bien, comme eux le font, et du coup ils sont prêts à l'aider, sauf que Eren refuse de leur parler, c'est vraiment super intéressant ce chapitre, follement humain. Et enfin, le dernier chapitre, ça consiste en des pics d'espoir et de désespoir aussi comme dans Dr. Stone, c'est-à-dire qu'il y a le dernier lieu, les derniers humains, ils sont en train de faire on se va se faire détruire, et puis paf, il y a un mini avion qui va les sauver à la toute fin, et c'est très intriguant. On arrive au combat final, il y a eu plein de réflexions sur l'humanité, encore une fois, à l'avant-dernier tome, qui va être de rendre tous les personnages vraiment attachants, et de créer des pertes déchirantes s'il y a des problèmes dans le prochain tome. L'attaque des titans est une merveille merveilleuse. The Quintessential Quintuplette, tome 8. Ce tome est entièrement consacré à l'arc des œufs brouillés, qui est un super nom d'arc, ça va pas se cacher. Qui est le premier, vraiment, j'ai l'impression, qui quitte vraiment le côté studieux pour se concentrer uniquement sur le côté amoureux. Et c'est très intéressant comme façon de le faire, puisque dans ce séjour de vacances, toutes les filles se déguisent en Itsuki, et le jeu de Futaro, c'est de deviner qui est qui, quel est leur problème à chacune, parce que chacune a des petits problèmes à ce moment-là, et surtout, laquelle est la fausse Itsuki qui lui a fait passer un message pas forcément très gentil. Enfin, il est gentil, mais il est mal interprété. Et donc on a plein de rebondissements, on a les filles qui discutent pas mal entre elles et ça se rapproche. On se concentre bien sur la famille Nakano, vu qu'on a les filles, on a le père, on a le grand-père. On apprend des choses sur les plus âgés. On apprend des choses sur les plus jeunes aussi, qui montrent que
ne pas avoir de personnalité, c'est important pour elles, envers leur famille, mais c'est essentiel d'être différente pour elles-mêmes. Et c'est très intéressant. Le jeu de deviner qui est qui peut être un peu longué parce que Futaro n'est pas très fort à la détente et qu'il ne maîtrise pas l'amour. Mais ça ne saurait tarder, d'autant plus qu'il finit quand même par en trouver une, enfin deux, une assez facilement, mais une importante à la fin. Et ça c'est beau, parce que ça fait un beau moment. Que ce soit pour lui qui a réussi enfin à un peu donner de l'amour que ça, et à la fois Satsuki d'en recevoir. Et on a encore un flash forward avec le mariage, avec le moment où ils s'embrassent, qui rappelle le moment 5 ans avant, je crois, où ils s'embrassent sous la cloche à la fin du volume. On ne sait pas encore laquelle c'est parce qu'ils étaient encore toutes déguisées en Itsuki. On a donc une nouvelle dose de mystère, un bon tour sur les personnages qui présente bien le fait qu'elles sont bien rivales amoureuses maintenant, en plus d'être rivales studieuses avant, et qui montre que Futaro a encore du boulot à faire pour essayer d'en avoir une. Enfin, pour essayer de montrer que lui aussi est prêt à jouer à ce jeu. Dr. Stone reboot Byakuya. J'avais peur parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Dr. Stone n'est pas forcément fort tout le temps. J'avais peur parce que c'est le flashback de Byakuya mais en plus long, donc je me disais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ajouter, qu'est-ce qui va avoir de l'intérêt. Et là, pour Byakuya en lui-même, il n'y a pas des masses de choses qui ressortent de plus. On voit son amour et son admiration pour Senku et pour son deuxième fils ici. On ressent bien sa passion pour l'espace et la difficulté du choix qui s'offre à lui, entre rester dans l'espace et retourner sur Terre pour aider les gens, maintenant ou plus tard. On ressent quelque peu ses interactions avec ses collègues, mais ça va plutôt vite et ça disparaît une fois la station spatiale quittée. On ressent bien sa détermination et son dévouement à la mission, parce que il finit par achever son art scénaristique pendant sa mission. Et ça c'est beau. Mais surtout, le tome nous présente Rei pour être différent et apporter quelque chose de nouveau et tenir un tome. Et heureusement, parce que bien que l'histoire de Byakuya est bien agréable à suivre, ça n'a pas été très essentiel d'avoir le flashback en à peine plus long, avec à peine plus de détails. Donc Rei est là pour continuer le rêve de Byakuya, bien que lui ait refusé de le continuer pour sauver le monde. Et puis comme il a la confiance aveugle en ses deux fils, et ça marche. Il aurait pu abandonner l'un ou l'autre, ça aurait marché. Il a décidé d'abandonner son rêve pour sauver le monde, c'est magnifique. Et donc on a Rei qui va avoir un beau passage sur la solitude, parce qu'il est tout seul, à ne pas comprendre les humains en plus dans sa station spatiale, donc il a tout réglé. Il doit espérer que les humains reviennent, mais sans avoir de nouvelles, sans comprendre quoi que ce soit. Ça devient assez lourd et assez trop pavé, parce que Doshi a demandé de l'aide à une spécialiste de l'espace qui a donné des propos très justes, mais ça fait beaucoup d'informations, pas forcément très utiles, qui sont données, beaucoup de science sur la station spatiale, sur les comètes, sur les robots, sur tout ça, ça fait un gros pavé qui écrase un peu l'humanité terrible qui ressort du choix de Byakuya et de la vie de Lei, qui a un beau passage final également. Qui a un beau passage final également, avec un message plein d'espoir, qui, bien que la solitude pesée, ne fait pas le poids face à la dévotion et au sacrifice pour les autres. Orient Samurai Quest tome 7, le tome est un gros pavé, je le sens par rapport au tome précédent qui fait bien lourd et bien compact. Et à la lecture aussi, jusque là je défendais pas mal Orient par rapport aux critiques un peu négatives qui pouvaient traîner par-ci par-là. Et là je pense que je ferai aussi partie des critiques pas négatives non plus, mais plutôt moyennes. Parce que ce que ça raconte, c'est plutôt pas mal, mais alors comment ça le fait? Oh, c'est insupportable. On a Musashi qui essaye de s'intégrer dans son escouade et qui a des idées intéressantes. Il y a tout le monde qui comprend comment fonctionne l'escouade, donc il suit
volontiers celui qui a pris le rôle de chef, qui suit tous ses autres, qui suit son horrible façon de faire. Et Musashi est le seul à prendre la défense de tout le monde, le seul à se révolter, le seul à réagir. On se dit, waouh, mais trop bien, ce héros est un vrai héros, ou quoi que ce soit. Sauf qu'au final, on apprend quand ils se font attaquer pour la première fois sur la ligne de front de la guerre, que c'est en fonctionnant comme ça, en faisant passer le pouvoir des uns aux autres, que les Bunshin sont forts. Alors, certes, l'idée est de nous montrer que Musashi n'est pas forcément fait pour être un Bunshin classique, et qu'il ne fonctionne pas par le fait d'écraser les autres pour qu'ils partagent leur pouvoir, et qu'ils obéissent correctement au fait de partager le pouvoir et donner la puissance à tout le monde et détruire les monstres, mais plus par l'amitié et la confiance qu'il a entre eux pour partager leur pouvoir et détruire les monstres. Mais là, c'était long. Oh là là, le fait qu'ils contredisent tout, le fait qu'ils soient esselés, le fait qu'ils soient tristes, le fait qu'il ait voir ses copains, qu'ils soient... eux sont contents, et du coup ils soient esselés, qu'ils soient tristes. C'est long, ça raconte pas grand chose, mais c'est long, ouah. En plus de ça, le tome se permet de nous présenter myriade de nouveaux personnages, parce que pour une guerre aussi grosse, il faut beaucoup d'alliés, il faut beaucoup de chefs qui sont là, mais qui ne servent pas à grand chose, il faut beaucoup d'ennemis, bon ça se va, ils n'ont pas d'identité donc ça va, sauf un, qui est un mec de l'obsidienne, et sa fille également, qu'on nous présente et qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà croisé. Donc, on a des trucs intéressants, mais beaucoup de lourdeur pour les mettre en place. Sans doute que la guerre derrière sera bien plus fluide grâce à ça, parce que du coup, Musashi va débloquer un nouveau pouvoir, que ce soit par cette méthode qu'il apprend par un long processus le mettant tout seul, ou que ce soit par sa méthode à lui qu'il mettra en place, parce qu'il refuse cette méthode, pourquoi pas, je pense que ce sera plus ça d'ailleurs. Et la mise en place de plusieurs personnages, mais j'en ai pas grand chose à faire d'eux, parce qu'ils ont été mis en place là, ils sont là, et c'est tout. Mais on a l'idée de la trahison qui veut monter le bout de son nez avec la fille qu'on connaît déjà, et qui est fille de Monsieur d'Obsidienne, même si elle a l'air touchée par l'humanité de Musashi, et ça risque de faire pencher la balance. Et la guerre a du potentiel, mais pas maintenant quoi. Allez, tome suivant. My Home Hero, tome 11. Eh ben c'est intéressant. J'avais peur parce que le tome est pratiquement entièrement noir, donc c'est-à-dire qu'il y a du flashback pour 80% de sa distance, alors qu'il y a déjà du flashback pour moins la moitié du précédent. Je m'attendais donc à être un peu déçu, mais c'était très intéressant. On découvre comment Kazen et Tetsui ont fini par être ensemble, après que Tetsuo, j'ai dit Tetsui, ait pris conscience du fait qu'il s'empêchait d'atteindre le bonheur. Ça il le savait très bien, mais il a enfin mis les mots dessus, et il s'est dit pourquoi est-ce que je fais ça? La vie est trop courte pour avoir des regrets. Et certes, il a eu une mauvaise expérience du fait d'aimer les gens, mais rien ne dit que ça va passer plusieurs fois comme ça. Bon, certes, en faisant ce choix-là, il a mis le doigt dans un engrenage bien plus haut que lui avec ce village pourri dans lequel habite Kazen, qui lui crée des problèmes encore en dehors du flashback aujourd'hui. Mais c'est une autre histoire. Parce que pour l'instant, Kazen et Tetsuo vivent une vie toute paisible, jusqu'à ce que le village de Kazen lui dise bah non, t'as pas droit à ça. Et donc, il est allé faire revenir Kazen, qui les fait souffrir pour qu'ils arrêtent, parce que Tetsuo est un homme très loyal et très bon, donc il décide d'aller au village avec Kazen pour faire changer les mentalités, pour sauver Kazen de tout ça, pour se sauver la vie. Ça marche pas des masses, parce que le village est à l'instar de celui de Gannibal, follement passionnant et intrigant. C'est-à-dire qu'on a un groupuscule, une famille assez folle, avec des personnages au charisme fou, qui ont le pouvoir sur tout le reste du village et qui le créent à un endroit reculé, esselé et particulièrement dangereux. Ici, ça a l'air moins violent physiquement, mais particulièrement manipulateur et coinceur de psyché. C'est particulier au possible. Tetsuo essaie donc de se confronter à ça, subit des tortures qui y vont pas à moitié, hein. Mais finit grâce à l'aide de Kazen. Donc ce flashback permet de montrer... J'en ai à ma phrase, ouais. Ce flashback permet de montrer que les personnages sont follement intelligents, et pourquoi est-ce qu'ils le sont autant aujourd'hui. De montrer pourquoi est-ce qu'ils se font autant confiance, et pourquoi est-ce qu'ils se font autant confiance aujourd'hui. Voilà. Et donc Kazen parvient à se libérer vite fait pour aller libérer Tetsuo à son tour. Ils ont un plan magnifique pour essayer
de récupérer le pouvoir dans le village et d'essayer de calmer tout ça. Ça marche pas très bien. Tetsuo finit par signer un contrat qui lui crée un problème aujourd'hui. Et justement, ce problème, il est en route pour le régler. Et les premiers pas dans le village sont pas forcément foufou, parce qu'il a beau retrouver Kazen, les autres du village le mettent très rapidement les pieds dans la merde. Ça, y a pas photo. Donc cette intrigue est vraiment bien compliquée à résoudre, maintenant qu'il a bien été mis en place dans ce deuxième arc, qui est passionnant. Pendant que, à côté, il apprend que l'intrigue police et gang commence à mal tourner aussi. Donc c'est pas impossible que les deux se réunissent la prochaine fois et fassent un cocktail bien dangereux, on va pas se cacher. Et c'est passionnant ce thriller. Ça change les lectures que j'ai l'habitude de lire et j'adore. Ah, Yawara tome 4. Eh ben c'est environ la même chose que les 3 précédents, mais c'est toujours aussi intéressant, voire un peu plus. On a l'intrigue sportive qui bat son plein, pendant que Yawara semble un peu y prêter attention grâce au fait qu'elle est testée à un niveau professionnel et au fait qu'elle ait fait des promesses, mais elle peut perdre très vite sa motivation, et c'est ce qui finit par arriver pour une raison assez idiote, parce que les matchs pro sont plus impressionnants que les matchs non pro, donc forcément il y a un peu plus de risques, et ça dérange un peu plus Yawara, et ce qui la démotive. Donc, évidemment, elle est encore en train de se confronter parce qu'elle a ses envies, ses rêves qui peuvent aller dans le sens du sport, mais pas forcément tout le temps. Alors que tous ceux qui l'entourent, c'est que sport, et ils la renvoient tous tout le temps là-dedans. Donc c'est hyper désagréable. C'est pour ça qu'elle est vraiment concentrée sur l'intrigue amoureuse et l'intrigue sociale, étrange de vie, on va dire, qu'elle va essayer aussi de rentrer dans une école. Pour l'amour certes, mais c'est aussi social, étrange de vie, je vais dire. Alors que là, personne n'en a rien à faire. Elle est toute seule dans cette histoire, elle se monte la tête dès que deux personnages masculins et féminins sont côte à côte, alors que c'est pas en couple du tout. Donc elle est là, elle voit celle qu'elle aime et sa rivale ensemble, elle fait elle voit le journaliste et sa seconde ensemble, elle fait et ça la dérange pour ces tournois. Il y a un gros champ de bataille à 5, du coup, que je viens de dire, entre les 4 que je viens de citer et Yawara. C'est hyper intéressant. Les personnages sont drôles, sont attachants. Il y a 2 intrigues, donc vraiment très complémentaires et différentes, puisqu'il y en a un qui est visé par Yawara, mais tous les autres personnages mettent Yawara dans l'autre, et c'est très intéressant comme façon de faire. Je me demande ce qui va se passer dans la suite, parce que donc on a les Jeux Olympiques qui vont se rapprocher, et donc ça va donner peut-être la motivation à Yawara. On a ses rêves à elle qui commencent à avancer aussi, donc ça peut être très intéressant. La recette ne changera pas beaucoup, je pense, au fur et à mesure, mais il y aura des petites nuances qui donneront un goût particulier à chaque tome, un peu comme ce que mange le grand-père sur la tranche. Kingdom, tome 59 et 60. Le tome 59 fait très bien de mettre Uzen en couverture, puisque comme c'est la fin de la grosse guerre à Zao, pour récupérer Giyu, donc la bataille a fait rage la dernière envoi, ça fait depuis 13 tomes d'ailleurs que c'est dur, et ils sont enfin tranquilles, mais évidemment, ils ont légèrement faim après toute cette histoire. Sauf que toute leur source de nourriture s'est tarie, ils n'ont plus rien pour manger et la famine les guette. Mais Uzen, ce génie incommensurable que j'aime au possible, avait tout prévu depuis le début de la guerre. C'est-à-dire qu'avant de partir en guerre, il a parlé à la cour royale de tous ses plans pour la nourriture à la fin de la bataille, pour que ça tombe au bon moment. Et tout marche comme ça déroulette. Les différents appâts, la véritable source de nourriture, avec une alliance improbable et incongrue. C'est magnifique comme plan, Uzen est merveilleux. Après on a un petit tour rapide à la capitale pour une remise des médailles, ça va assez vite, et on a une grande avancée pour les 3 jeunes, surtout pour Shin, qui a 2 cadeaux au lieu d'un pour les autres. C'est un moment très beau, très riche en émotions, qui fait plaisir à voir. Mais après, on a le passage que j'ai préféré du volume et que j'aurais limite voulu voir en couverture, c'est celui sur le pays de Zao et sur Riboku. Comme il y a eu un échec, l'état-major est chamboulé, et comme le roi est une immense personne horrible, complètement débile, il remet toute la faute sur Riboku et veut le faire payer. Bon, finalement, le roi est écarté donc tout va bien, mais pas vraiment.
puisque c'est pas le seul fou de sa famille. Vraiment, Zhao a la chance d'avoir un génie au niveau douzaine dans ses rangs, mais a des rois catastrophiques qui font tous les pires choix. Imaginez détruire moralement un homme tel que Riboku. C'est vraiment n'importe quoi, et donc magnifique à voir, évidemment, puisque c'est centré sur l'humain, les erreurs humaines et la destruction d'un homme. C'est magnifique. Heureusement qu'il peut compter sur ses proches alliés et sur un mince espoir de remettre quelqu'un de positif sur le trône. C'est vraiment une fin d'intrigue splendide pour Zhao. Et oui, je dis fin d'intrigue parce que le tome 60 part totalement sur autre chose et m'a un peu laissé sur la touche. On a d'abord un passage sympathique avec le retour de Ryofui, le personnage qui était à l'origine du meilleur arc de Kingdom. Toi tu vas calmer toi. Du meilleur arc de Kingdom. Ça n'apporte pas grand chose de plus, puisque finalement c'est les mêmes discussions qui reviennent entre lui et Heisei. Sauf qu'après maturation d'un arc de guerre immense qui aura duré 14 tomes, le propos est plus important et permet à Ryofui de prendre une décision décisive. Il y a une décision normalement. C'est la même origine latine, décision et décisive. On est peut-être pas là pour ça. Et ensuite, on a une guerre qui m'a un peu laissé sur le bord de la touche. Le fait qu'il y ait Go-Mei du pays de Wei fonctionne très bien, surtout qu'il est entre Qin et Shu, puisque Shu profite, c'était l'inverse, entre Qin et Shu, puisque Shu profite de l'avancée de Qin dans Zhao pour attaquer vers l'intérieur. Sauf qu'on a des généraux que je ne connais pas et dont j'ai pas grand chose à faire, qui sont juste présentés et directement en train d'être dans la bataille. Évidemment, ce sont toujours que ça, il faut prendre le temps de les apprécier, de mettre leur flashback pendant la bataille comme c'est à chaque fois. Mais pour l'instant, le début à chaque fois me perturbe. D'autant plus qu'on a donc Qin qui est en grande difficulté parce qu'ils sont pas grand chose vu que tout est vers Zhao. Ils ont Mubu, mais il est inintéressant au possible, que ce soit pour ses choix stratégiques ou politiques ou pour sa façon de combattre, qui est juste top 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 top. Il y a déjà eu ça la dernière fois, où il y avait les gens du cheval qui se brisaient parce que les hommes étaient trop forts. Et là, pour le coup, il tombe, et le mec se dit « Oh, t'es vachement moins fort que dans ton combat précédent, machin. » Mais lui, il fait référence au fait que c'est le même combat. Heureusement, il y a tout aussi, il est sympathique, tout, j'aime bien. Mais il a pas fait grand chose. Et puis, il ne fait pas tout. Et ensuite, il y a une idée d'alliance intéressante avec Wei, et aussi une sorte de guerre à 3 factions, c'est intéressant, mais alors, les stratégies, les 3 camps en place, et les personnages sur place, me parlent pas beaucoup. C'est genre, c'est arrivé comme ça, brûle pour point, c'est parti d'une guerre souvent, une guerre surprise et une guerre éclair, tu vois, ça arrive comme ça. Mais alors, à suivre, après ensuite une guerre de 14 tomes et 2 petits arcs de transition très sympathiques que j'ai adoré, retrouver directement dans une guerre avec beaucoup de factions et des personnages mis en place très rapidement, pour cette guerre-là, ça me perturbe. J'espère que la suite sera mieux. Il ira un peu plus lentement, un peu plus loin dans la présentation de ce personnage pour que je sois plus intrigué et que ça explique mieux les batailles. Mais normalement c'est ça, genre, au début il y a beaucoup de monde et beaucoup de stratégies à faire, donc ça avait très pas mon délire. Puis plus la bataille avance, plus j'aime, donc ça devrait aller. D'autant plus, il y a le retour de la présentation des personnages en début de volume, parce que là ça fait 2 volumes où il n'y en avait pas, et donc ça peut être un peu dérangeant pour en avoir, vu le nombre de personnages que je ne connais pas et que j'aimerais bien connaître. Hop. Et voilà qui conclut notre achat lecture manga du mois d'avril. Je vous rappelle que vous pouvez me partager vos avis sur cet tome-là en commentaire. Vous pouvez suivre les différents liens en description, donc vous pouvez aller sur mon Twitter, sur mon Insta, je crois qu'il y est, sur Discord, ou sur mon blog. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve le mois prochain pour le prochain achat lecture manga. Et d'ici là, peut-être des grosses vidéos, ça seul l'avenir vous le dira. Vous me direz en commentaire s'il y a eu des grosses vidéos. Bref, d'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À bientôt.